Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? Eh bien, depuis la semaine dernière, vous vous en souvenez, nous avons lancé donc cette série sur l'excellence haïtienne. Mais pour qu'on n'aille pas croire que les Haïtiens sont une génération spontanée, nous avons choisi dans un premier temps de dresser la table, de tisser la toile de fond qui va nous aider à mieux comprendre certains réflexes de l'haïtien, des réflexes de liberté, des réflexes de dignité, des réflexes de verticalité, des réflexes d'excellence. Loin de tout ce qu'on voit dans l'haïtien d'aujourd'hui. Oui, je le sais. Tout ce dont je vous parle semble être les traits d'un autre peuple. Parce que quand on regarde nos dirigeants, quand on regarde nos élites, quand on regarde monsieur et madame tout le monde, eh bien, vous avez raison de me demander, mais monsieur Fils-Aimé, ce à quoi vous faites référence, c'est-à-dire ce goût pour la liberté, ce goût pour l'excellence, ce goût pour la dignité et la verticalité, ce n'est pas ça que l'on voit. Vous avez raison. Vous avez d'autant plus raison que la semaine politique haïtienne est marquée par quelque chose de si loufoque que je ne résisterai pas à la tentation de vous en parler. Imaginez que le président du Conseil présidentiel d'Haïti, Leslie Voltaire, a choisi de se rendre en terre étrangère. Bon, le prétexte, mais on comprend que c'est un prétexte qui n'a ni queue ni tête. Le prétexte, c'est pour aller solliciter la coopération d'autres nations. Bon, où se rend-il le premier? Au Vatican. Mais vous me direz, quel lien y a-t-il entre l'un des plus petits États du monde, l'État du Vatican, et ce pourquoi Leslie Voltaire a soi-disant voyagé, c'est-à-dire solliciter
la coopération d'autres pays en vue de résoudre le problème de l'insécurité d'Haïti. Mais déjà, l'État du Vatican, sa sécurité est assurée par l'Italie. Bon, la garde suisse, c'est plus quelque chose de folklorique, vous aurez compris, mais la sécurité de l'État du Vatican est assurée par l'Italie. Mais déjà, Leslie Voltaire a fait un fou de lui en se rendant au Vatican. Comme si en soi l'acte n'était pas suffisamment fou, Leslie Voltaire y est allé d'une conférence de presse dans laquelle, tenez-vous bien, il a dit qu'il a voyagé jusqu'au Vatican afin de déposer dans les jardins du Vatican une effigie de la patronne d'Haïti. L'Église catholique a décidé que la patronne d'Haïti serait Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et dans quel but a-t-il déposé cette effigie de Notre-Dame du Perpétuel Secours dans les jardins du Vatican? C'est pour que Notre-Dame du Perpétuel Secours les aide, eux les dirigeants, à maîtriser les terroristes, les gangsters qui sont en train de contrôler toute l'agglomération de Port-au-Prince. Est-ce que vous vous rendez compte du degré de l'aliénation? Mais du degré de l'aliénation culturelle. Leslie Voltaire, c'est un architecte. Leslie Voltaire, c'est quelqu'un qui a fait des études universitaires. Donc, en théorie, c'est un scientifique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait compter. C'est quelqu'un qui sait que pour construire une maison, on ne s'adresse pas à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et quand, après avoir construit un édifice, l'édifice s'effondre, eh bien, on ne s'adresse pas à Notre-Dame du Perpétuel Secours, on refait ses calculs, on revient, n'est-ce pas, à la table à dessin et on repart à zéro. Imaginez le degré d'aliénation de cet homme qui est à la tête du pays. Il s'est rendu au Vatican, mais déjà, voyez l'image. On a l'impression qu'on était en face de deux séniles, le pape François et Leslie Voltaire, et en vérité des deux, on ne sait pas lequel était le plus idiot, car Leslie Voltaire est un idiot, c'est-à-dire quelqu'un qui agit littéralement comme un profane, et puis il est tout heureux. Comme si cet acte d'imbécilité en soi n'était pas suffisant, Leslie Voltaire s'est rendu en France. Pour quelle raison? Il s'est rendu en France pour solliciter l'aide de la France afin de résoudre le problème d'insécurité actuel en Haïti. Mais quel imbécile! Les amis, vous me connaissez, il faut appeler les choses par leur nom. S'il est un pays qui a intérêt dans l'instabilité actuelle d'Haïti, c'est bien la France. D'ailleurs, la France est l'un des 3 pays auteurs de l'insécurité et de l'instabilité politique haïtienne. Pour quelle raison? Il faut refaire l'histoire. C'est ma profession, cela. Jean-Bertrand Aristide a osé demander à la France ce qu'elle nous doit. La France nous avait rançonné à hauteur de 150 millions de francs qu'on a mis un siècle à rembourser, quelque chose qu'on évalue aujourd'hui à près de 40 milliards d'euros. Déjà, tous les membres du Conseil présidentiel disent à la France qu'elle doit rendre aux Haïtiens cette rançon. On a entendu Edgar Leblanc le dire, n'est-ce pas, à son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Leslie Voltaire lui-même a rappelé à la France au début de cette année qu'elle doit nous rendre, n'est-ce pas, nos 27 à 30 milliards d'euros. Et donc la France n'a pas intérêt à ce qu'Haïti soit un pays stable. La France n'a pas intérêt à ce que Haïti, n'est-ce pas, soit doté d'un État fort, car si on est stable, le premier chantier qu'on va lancer, le premier procès qu'on va initier, c'est le procès en vue de la restitution de cette rançon de l'indépendance. Qui Leslie Voltaire est-il allé voir? Le pyromane Emmanuel Macron. Mais faut-il être imbécile pour faire ça?
Déjà, les services secrets français ne plaisantent pas avec les nègres qui revendiquent, les nègres qui veulent avoir une certaine posture devant la France. Dans mon livre « Être noir, une fabrication occidentale », j'ai nommé pas moins de 21 chefs d'État noirs qui ont été assassinés par les services secrets français. Et il ne s'agit même plus d'hypothèse. Les Français eux-mêmes l'admettent. Leslie Voltaire est à la tête d'un conseil présidentiel qui crie haut et fort que la France doit rendre aux Haïtiens ces 30 milliards d'euros. Il va rencontrer le président français, qui est à la tête de l'un des pays les plus assassins par rapport aux dirigeants africains. Et quand on lui dit « Mais êtes-vous allé là-bas pour demander à Emmanuel Macron de nous rendre notre argent ?» Il a dit, pince sans rire, sur le plateau de TV5, « Non, je n'ai pas parlé d'argent. » Mais quel imbécile ce Leslie Voltaire. Imaginez que le gars a engagé le peu d'argent que les Haïtiens ont. Ils ont loué un avion et l'homme s'est fait entourer d'un, si vous voulez, d'un aéropage de diplomates, de fonctionnaires de l'État haïtien. La plupart sont là pour le per diem. Leslie Voltaire lui-même a reçu un per diem. Donc il a fait le voyage en France après s'être ridiculisé au Vatican. Il est allé rencontrer Macron, il était tout heureux. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Vous rencontrez un État ennemi de votre pays, un État qui doit de l'argent à votre pays, un État qui a handicapé le développement d'Haïti pendant plus d'1 siècle, car nous avons mis plus d'1 siècle à rembourser cette dette. Et c'est avec cet argent que la France, n'est-ce pas, a construit tant de monuments aujourd'hui qui font de lui une nation riche. Et là, l'imbécile se rend au palais de l'Élysée. Et quand on lui dit « Mais avez-vous parlé d'argent à Emmanuel Macron? Lui avez-vous parlé de restitution ?» Il a dit comme un gros idiot sur le plateau de TV5 « Non, nous n'avons pas parlé d'argent. Le temps est à des relations cordiales. » Putain de merde. Quel degré d'aliénation. Mais imaginez un Leslie Voltaire qui est architecte, un Leslie Voltaire qui a été ministre 3 fois plutôt qu'une. Si lui, l'ancien ministre sous le président Aristide, ancien ministre et conseiller sous le président René Préval, est à ce point aliéné, s'il est à ce point abruti, imaginez le reste du peuple. J'ai l'impression qu'en Haïti, et pas seulement en Haïti, dans des pays qui ont subi ce que j'appelle l'éducation coloniale, ce n'est pas de l'éducation du tout, c'est de la scolarisation coloniale. Donc j'ai l'impression que plus longtemps on est resté dans ces écoles coloniales, plus idiot on est. Mais imaginez les amis, vous êtes chef d'État, on ne développe pas un pays sans science, on ne fait pas de l'administration publique sans science. On est confronté à un problème d'insécurité que toutes les personnes avisées peuvent expliquer. Vous avez des pays qui aujourd'hui cherchent nos ressources, des pays qui veulent voler nos ressources
en des moments de virage énergétique, comme on en a déjà vu par le passé. Et donc, ils ont intérêt à déstabiliser nos pays. Ils ont intérêt à charcuter notre territoire. C'est ce qu'ils font d'ailleurs en Syrie. C'est ce qu'ils font en Irak. C'est ce qu'ils font en Libye. Et c'est toujours les mêmes pays. Vous avez les États-Unis en tête, vous avez la France qui a un intérêt malveillant particulier en Haïti. Il ne faut pas qu'Haïti soit un pays stable, car le jour où Haïti est un pays stable et qu'il dispose d'un État fort, on va relancer ce chantier de la dette de la rançon de l'indépendance. Lui, il s'en va au Vatican pour déposer une effigie de Notre-Dame du Perpétuel Secours, parce que, dit-il, il nous faut un miracle. C'est mon privilège de rappeler à Leslie Voltaire, mais quel imbécile heureux. Il est heureux, c'est ça le problème. Il est heureux, il n'éprouve aucune inquiétude, il n'éprouve aucune honte. Au fait, il est heureux. Il est heureux d'avoir rencontré un pape sénile, je ne sais plus des deux qui est le plus sénile. Il est heureux de dire que pour résoudre le problème de l'insécurité en Haïti, mais il nous faut un miracle. Voilà pourquoi il est allé déposer une effigie de Notre-Dame du Perpétuel Secours dans les jardins du Vatican, afin que cette dernière fasse un autre miracle. Mais bon Dieu, si Leslie Voltaire croit tant au miracle, pourquoi a-t-il passé 2 ans à réclamer le départ d'Ariel Henry afin d'introduire une nouvelle gouvernance? C'était ça leur mot. Hein? Les Fritz, Alphonse Jean, les Leslie Voltaire ont passé les 2 dernières années, enfin les 3 dernières années, à claironner qu'il nous faut une nouvelle gouvernance, car le peuple n'en peut plus de souffrir de l'insécurité. Lui, sitôt installé, ça fait 8 mois qu'il est là, il avoue tout bonnement qu'il n'a ni les compétences, qu'il n'a ni la volonté, qu'il n'a ni les moyens de résoudre le problème d'insécurité, car il se voue à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Il faut vraiment être aliéné. Si les membres du Conseil présidentiel n'étaient pas aussi aliénés que lui, il ferait tout de suite une déclaration pour se dissocier de ses idioties, pour se dissocier de ses imbécilités, car il s'est comporté comme un imbécile, ce Leslie Voltaire. Non content de s'être rendu au Vatican, il se rend chez notre ennemi numéro 1. Donc les services secrets français n'ont même pas besoin de se rendre en Haïti pour tenter de l'assassiner, pour tenter de l'empoisonner. Il s'est amené lui-même à l'abattoir. Et petit nègre, lâche, après avoir claironné loin de la France que la France doit nous rendre notre argent, sur le territoire français, il tient un autre discours. Sur le plateau de TV5 ou de France Inter, il a dit, écoutez, non, moi, je n'ai pas parlé d'argent. Le temps est à des relations cordiales. Nous sommes venus demander à la France de nous aider à résoudre notre problème d'insécurité. Vous savez, pour nous humilier, la France avait fait don à la police haïtienne de quelques motocyclettes. C'est cette même France-là que Leslie Voltaire est allé solliciter. C'est ce même État français que Leslie Voltaire est allé solliciter afin que cet État français assassin, qui assassine pas moins de 21 chefs d'État africains, cet État français, bon Dieu, prédateur, qui nous a extorqué l'équivalent de 30 milliards d'euros, c'est cet État français-là que Leslie Voltaire est allé solliciter. Mais franchement, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait se faire prendre en photo. Vous savez, ces élites-là, ils souffrent d'un grand complexe d'infériorité. Ils se disent, j'ai un supplément d'être quand je me fais prendre en photo avec un blanc. Il fallait le voir tout heureux, sous le parapluie de Macron. Il n'a pas osé parler d'argent à Macron, car, bon Dieu, je suis quand même en présence d'un blanc. Je vais lui dire de m'aider. Non, quand tu me dois de l'argent, tu ne m'aides pas, tu me rends mon fric. Mais est-ce que vous comprenez l'état de l'aliénation? La France vous doit l'équivalent de 30 milliards d'euros.
Ce n'est même pas une lubie, ce n'est même pas une illusion. Les instances internationales disent que la France nous doit cet argent. Et lui, en tant que président du Conseil présidentiel, plutôt que de dire à Macron, rendez-nous notre argent, car avec cet argent, on va pouvoir résoudre nous-mêmes notre problème d'insécurité, il dit à la France, aidez-moi. Mais la dette que vous avez vis-à-vis d'Haïti, on n'en parle pas. Quel petit nègre, quel... C'est pas compliqué. Ces gens-là nous font honte. Il faut les chasser. Et c'est pour cela, comme je vous ai dit la semaine dernière, que par besoin de thérapie, je vais remonter le fil du temps. Je vais refaire l'histoire avec vous. Vous parlez de la grandeur du peuple noir. Vous parlez de l'excellence haïtienne, car l'haïtien ne se résume pas à ces pantins-là. L'haïtien ne se résume pas à ces sous-fifres, à ces flatteurs qui, loin du blanc, claironnent toutes sortes de choses, mais en présence du blanc, font la courbette. Je vais donc remonter avec vous en Égypte. Je vais remonter avec vous dans l'Afrique des grands empires. Voir, n'est-ce pas, le régime politique ou les régimes politiques qu'on avait. Voir avec vous, n'est-ce pas, les centres de haut savoir qu'on avait. Si bien que lorsqu'Alexandre le Grand cherchait un endroit pour se construire une ville, il a choisi l'Égypte. C'est là qu'il va construire la ville construite en son nom qu'on va appeler Alexandrie. Si bien que lorsque le successeur d'Alexandre le Grand, qui est à la tête de la Grèce, on parle de Ptolémée, Ptolémée qui est à la tête de la Grèce, imaginez, la Grèce que l'Occident nous présente comme le berceau de la philosophie, la Grèce que l'Occident nous présente quasiment comme le berceau de la science, comme le berceau de la démocratie. Quand Ptolémée, le successeur d'Alexandre le Grand, cherchait une capitale culturelle pour son royaume, quand il cherchait une capitale administrative pour son royaume, quand il cherchait une capitale politique pour son royaume, savez-vous quel continent il a choisi? Mais savez-vous quel pays il a choisi? L'Égypte. Alors, petite comparaison. Imaginez Donald Trump, qui est à la tête des États-Unis. Les États-Unis qui sont la plus grande puissance du monde. Les États-Unis qui sont le centre du savoir. Et puis, au moment de prendre le pouvoir, Donald Trump dit non, vous savez quoi? Je vais choisir Haïti pour y construire ma capitale politique, pour y construire ma capitale culturelle, pour y construire ma capitale administrative. Si on fait ça, c'est que l'Afrique était vraiment le centre de toutes les convoitises. Nous sommes toujours dans l'introduction. Imaginez que c'est en Afrique qui avait l'une des plus grandes bibliothèques, sinon la plus grande bibliothèque du monde. On parle de la bibliothèque d'Alexandrie, qui comportait, tenez-vous bien, jusqu'à 700 000 livres. Au point que, quand les Aristotes de ce monde, Aristote le précepteur lui-même d'Alexandre le Grand, quand les Hérodotes, quand les Pythagore ont voulu, entre autres, ont voulu s'instruire, ont voulu se former, où se sont-ils rendus? En Égypte. L'Égypte était à ce point le centre du monde, le centre des sciences, le centre de l'art, le centre de, n'est-ce pas, d'une vie sociale stable. Que lorsque les Romains sont arrivés en Égypte, ils disent non, non. Si on laisse cette histoire se perpétuer, cette histoire plusieurs fois millénaire, on ne pourra plus dire que les Noirs sont inférieurs. On va foutre le feu en tout. Ils vont foutre le feu dans la bibliothèque d'Alexandrie. Ils vont faire la guerre aux hommes, déstabiliser le continent, déstabiliser, n'est-ce pas, les familles, réduire les hommes en esclavage, faire disparaître surtout les adultes, de manière à mettre un terme à la transmission de la mémoire.
c'est de cette Afrique-là, c'est de ce continent-là que je veux vous parler. Savez-vous pourquoi? Parce que nous, les Noirs, nous sommes les seuls peuples au monde. Quand je dis nous, les Noirs, pas seulement les Africains, mais aussi les Haïtiens, les Antillais. Nous, les Noirs, sommes les seuls peuples au monde qui confions l'écriture de notre histoire à d'autres. Et quand je dis à d'autres, je parle de nos ennemis. Les Occidentaux, ceux-là qui nous ont fait les pires torts. C'est eux qui écrivent notre histoire. Alors c'est normal qu'ils disent que nous sommes laids. Imaginez, on a accepté qu'on était laids. Nous qui sommes pourtant le plus beau peuple. C'est pas étonnant que nos ennemis nous fassent croire que nous sommes inférieurs. Nous qui avions eu, n'est-ce pas, les plus grands centres du savoir au point que eux venaient chez nous. Savez-vous pourquoi tout ceci est arrivé? Notre aliénation culturelle, Leslie Voltaire est une belle illustration de cela. Savez-vous pourquoi c'est arrivé? Parce que nous avons confié l'écriture et l'enseignement de notre histoire à d'autres. Parce que surtout nous ignorons notre histoire. Voilà pourquoi je vous dis, je vous lance une série sur l'excellence haïtienne. Et puisque l'haïtien vient de l'Afrique, nous devons prendre le temps de jeter les bases, de tisser la toile de fond de cette histoire extraordinaire, de ce plus riche continent, de ce continent le plus avancé, jusqu'avant que les Occidentaux n'aient tout détruit, le plus avancé en art, le plus avancé en sciences, le plus avancé en spiritualité. Oui, c'est de cela que je vais vous parler ce matin. L'introduction était longue, vous aurez compris pourquoi. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Une bonne tasse de thé, une bonne tasse de chocolat chaud. Je vous reviens après la pause que voici. C'est promis. À tout à l'heure. Nouveau, bonne nouvelle. Toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Alors aujourd'hui, dans l'excellence haïtienne, en fait, j'avoue, je remonte très loin quand je parle d'Haïti. Je remonte au continent mère. Et nos ennemis n'aiment pas cela parce que ils veulent nous faire croire que mais l'haïtien, c'est une génération spontanée. L'haïtien, c'est un agrégat d'Africains qu'on est allé chercher, qui ne foutaient rien en Afrique et qui étaient des sauvages. En sorte que certains réflexes de liberté, ces réflexes de combativité, ces réflexes de dignité dont on va faire montre pendant toute l'époque de l'esclavage, combativité, dignité, goût de l'excellence qui vont aboutir à la proclamation de l'indépendance du 1er janvier 1804, on nous fait croire que c'est des notions que nous avons apprises. Là encore, l'effet de l'aliénation de l'école coloniale, eh bien, c'est des notions que nous avons apprises de la Révolution française. J'avais présenté une émission au début de l'année sur ces trois révolutions, Révolution française, Révolution américaine et Révolution haïtienne, pour vous montrer qu'au fait, la seule révolution qui vaille la peine d'être appelée révolution, c'est la révolution haïtienne, car la France a fait sa révolution, elle a décapité son roi pour avoir des terres. Les Américains ont fait la guerre civile pour pouvoir faire du commerce avec qui ils veulent, mais nous sommes les seuls
à faire une révolution au nom de la liberté. Mais ces réflexes-là, nous les avons développés, nous les avons pratiqués parce que déjà sur le continent mère, nous venons de grandes civilisations. Et là, je voudrais rendre hommage à deux grands érudits africains que j'ai lus, dont j'achète les livres et que je continue de lire. Je parle du très regretté sénégalais Cheikh Anta Diop et du non moins érudit congolais, celui-là, n'est-ce pas, Théophile Obenga. Ce sont deux auteurs qu'il nous faut lire. Ce sont des pionniers de la nouvelle histoire africaine. C'est des gens qui ont si bien travaillé, qui ont imposé à la conscience scientifique cette nouvelle histoire de l'Afrique, au point que l'UNESCO n'avait pas le choix que de commander de nouveaux travaux, une nouvelle histoire générale de l'Afrique, lesquels travaux se retrouvent dans 8 tomes, mais très touffus, de renseignements sur l'histoire générale de l'Afrique. Et donc, je vous recommande la lecture de ces 8 tomes-là. Je vous en recommande l'acquisition. C'est vraiment des ouvrages qu'il vaut la peine d'acquérir. J'ai échangé avec un grand ami de la Floride cette semaine et qui me dit, Jean, mon fils, enfin, je pense que son fils a 9 ou 10 ans, s'intéresse à l'histoire d'Haïti et c'est bien de commencer par l'histoire de l'Afrique. Et encore une fois, si vous voulez un autre exemple de l'aliénation des écoles noires, c'est de voir à quel point on n'enseigne pas l'œuvre de Cheikh Anta Diop dans nos écoles. On n'enseigne pas l'œuvre de Théophile Obenga. Haïti devrait, dès les premières années, n'est-ce pas, de l'école primaire, enseigner les travaux de Cheikh Anta Diop, car c'est un érudit africain qui s'est donné pour mission d'écrire l'histoire de son continent. Car rapidement, il s'est rendu compte que ce qu'on nous raconte sur l'Afrique, à savoir que nous sommes un peuple sauvage, un continent qui était livré à lui-même, c'est faux, c'est archi faux. Alors, prenons le temps donc de tisser cette toile à partir de laquelle nous vous parlerons dans les prochaines semaines, dans les prochaines éditions de l'excellence haïtienne, car l'excellence haïtienne remonte à l'excellence africaine. Car quand je vous parle d'excellence africaine, je vous parle d'abord d'architecture. Si vous vous promenez en Europe, exemple, vous contemplez ces temples-là, ces temples catholiques qu'on retrouve dans les pays européens, si vous êtes très peu avisé sur l'histoire de l'architecture, vous vous mettez à applaudir ces grands maîtres maçons, ces tailleurs de pierre, comme on les appelle, qui ont construit, qui ont fait sortir de terre ces majestueux édifices. On a vu dernièrement l'inauguration de la nouvelle version de Notre-Dame de Paris et on en a profité pour rappeler que Notre-Dame de Paris s'est construite sur plusieurs siècles. Ainsi en est-il de tous les temples catholiques d'Europe. On se dit, oh là là, mais quelle majesté! Quelle finesse dans la géométrie, quelle finesse dans l'architecture. Mais ce qu'on ne vous dira pas, c'est que l'architecture vient de l'Afrique. Toute cette technique de construction de grands édifices, toute cette technique de construction de grands bâtiments, je vous le dis, mais proviennent de l'Afrique. Savez-vous, les amis, que
Si vous vous promenez depuis l'Afrique jusqu'en Amérique, les mêmes techniques de construction de bâtiments, les mêmes techniques d'architecture qu'on a retrouvées dans l'Égypte pharaonique, ce sont ces mêmes techniques-là qu'on retrouve partout en Europe, partout en Amérique. Savez-vous pourquoi? Parce que nous sommes les premiers à faire le tour du monde. Ah, vous ne le saviez pas. Vous ne saviez pas que les Égyptiens étaient si avancés dans la navigation, ils étaient si avancés, n'est-ce pas, dans la science maritime, qu'ils ont fait plusieurs fois le tour du monde et à un moment donné, ils ont envoyé des érudits, des architectes avant la lettre, aider d'autres peuples, en particulier des peuples d'Amérique, à découvrir les sciences de l'architecture. Aujourd'hui, on va vous parler des Olmecs. Et vous savez que derrière la science, il y a toujours de l'idéologie. Ce n'est pas tant que la science soit de l'idéologie que ceux qui pratiquent la science sont toujours porteurs d'une idéologie raciste, d'une idéologie racialisée. Si bien qu'aujourd'hui, si vous vous intéressez à ces Olmecs, cette tête négroïde, à qui on attribue des bâtiments des Mayas, à qui on attribue, n'est-ce pas, d'autres architectures, d'autres bâtiments majestueux, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle la Mésoamérique, ils vont vous dire, ah, on ne sait pas à qui ces Olmecs font référence. Ils vont même vous dire que ce sont des extraterrestres. Ils vont même vous dire que ce sont tout simplement des statues qu'on a construites comme ça pour faire de l'art. Mais si vous prenez le temps de regarder les traits de ces Olmecs, vous verrez que ce sont des traits négroïdes, le nez écrasé comme le mien, des lèvres, n'est-ce pas, proéminentes comme les miennes. Pour quelle raison? Parce que nos ancêtres africains, en particulier nos ancêtres égyptiens, après avoir découvert, après avoir développé, après avoir poussé, n'est-ce pas, jusqu'à son point le plus élevé, l'architecture, ils sont allés de par le monde enseigner cette technique-là en Asie. Ils sont allés enseigner les techniques de l'architecture en Amérique. Ils ont fait plusieurs fois le tour du monde pour enseigner l'écriture, pour enseigner l'architecture, pour enseigner la mathématique, pour enseigner la géométrie. En sorte que si vous vous posez la question, mais d'où viennent les unités de mesure? Si vous vous posez la question, mais d'où vient l'unité de mesure qu'on appelle le mètre? On va vous faire croire que ça vient des Français, on va vous faire croire que ça vient des Occidentaux. La vérité, c'est que ça vient de l'Égypte ancienne. Citez-moi une seule science fondamentale sur laquelle le monde s'est développé, sur laquelle le monde s'est construit. Citez-en-moi une seule et je vous en retracerai l'origine jusqu'en Égypte. Car l'Égypte, en vérité, c'était le centre du monde. L'Égypte, en vérité, c'était, si vous voulez, le berceau du savoir, le berceau du développement, le berceau de la vie sociale, le berceau de l'organisation sociopolitique, le berceau de l'agriculture. En sorte que lorsque ceux que les Occidentaux vont considérer comme de grands philosophes, pensez à Aristote, de grands historiens, de grands penseurs, pensez à Hérodote. Exemple, eh bien, ils vont se rendre en Égypte, car c'est là que se passaient les choses, car c'est là que se développait la science, car c'est là que se développait l'architecture, car c'est là que se développait entre autres l'écriture. Notre continent mère a contribué non seulement
à l'architecture, à faire découvrir l'architecture au monde et aux autres humains. Notre continent a contribué à faire connaître les arts. Ceux qui étudient en horlogerie vont vous faire croire que, mais écoutez, le berceau de l'horlogerie aujourd'hui, mais c'est l'Europe en particulier, la Suisse. On va vous parler du mouvement suisse comme étant le mouvement extraordinaire. Mais ce qu'on ne vous dira pas, c'est que l'ancêtre de l'horlogerie, c'est justement l'Africain noir, qui très rapidement a compris qu'il fallait mesurer le temps, s'il fallait comprendre, n'est-ce pas, les saisons, qu'il lui fallait mesurer le temps, s'il lui fallait faire le tour du monde, etc. Et puisqu'il avait du temps pour réfléchir, il pouvait concevoir les saisons. Puisqu'il avait du temps pour réfléchir, il pouvait, n'est-ce pas, justement concevoir un instrument de mesure pour le temps, en sorte que, comme je viens de vous le dire, citez-moi une science et je vous en retracerai l'origine jusqu'à l'Afrique. La joaillerie. Ah. Aujourd'hui, quand on va parler de bijoux, quand on va parler de la haute joaillerie, vous allez presque réflexivement penser à la France, vous allez presque réflexivement penser en tout cas à l'Europe, vous allez presque réflexivement penser à l'Italie. Mais savez-vous que les premiers grands joailliers, ceux qui ont développé cette science qui consiste à maîtriser les métaux précieux, à les couper, à les découper pour en faire, n'est-ce pas, de beaux bijoux, c'est encore nos ancêtres africains. L'archéologie révèle qu'on peut remonter jusqu'au second millénaire avant notre ère et on tombera sur des bijoux taillés dans des pierres précieuses. Et je ne parle pas seulement ici de la haute joaillerie, là. Je ne parle pas seulement n'est-ce pas, de dessins, des peintures. En 3D, imaginez. On dessinait des animaux, on dessinait la carte du ciel, on comprenait déjà, n'est-ce pas, non seulement les rudiments, mais on avait une connaissance assez avancée de l'astronomie, de la carte du ciel. Et quand on construisait un bâtiment, sachant qu'on n'était pas encore à l'ère de l'électricité, on maîtrisait déjà l'énergie solaire. Sur le continent africain, on maîtrisait déjà l'énergie solaire, si bien que certaines coupes de certains matériaux, certaines coupes de certains métaux ne peuvent s'expliquer que parce que nos ancêtres maîtrisaient des lentilles solaires. Nous sommes au second millénaire avant notre ère, les amis. L'organisation politique de notre continent était à ce point stable que sur plusieurs siècles, que dis-je, sur plusieurs millénaires, on avait une dynastie de rois qui descendaient les uns des autres avec un chef de gouvernement. Car en Égypte, on avait, oui, des rois, mais on avait aussi ce qu'on appelle un vizir, un chef de gouvernement qui était responsable de la mise en pratique du programme du roi, pour ainsi dire. Imaginez des choses qu'on étudie aujourd'hui dans des écoles de sciences politiques, qu'on étudie aujourd'hui dans des écoles, n'est-ce pas, d'administration publique. Nos ancêtres en avaient déjà la maîtrise des sciences de l'administration publique, la maîtrise des sciences si vous voulez, de l'aménagement du territoire. Quand on regarde les plans d'une ville égyptienne, quand on regarde les plans d'une ville soudanaise, tenez, la fameuse Nubie d'autrefois, ou le fameux Kouch, c'est le nom de toute une région tout près du Nil, Kouch. La Bible en parle d'ailleurs, les Kouchites, ceux qui avaient la peau noire. Eh bien, quand on prend le temps d'étudier ces civilisations-là, quand on prend le temps d'étudier ces peuples-là, quand on prend le temps d'étudier ces régions-là, on découvre, oh mystère, que nos ancêtres maîtrisaient déjà la métallurgie, la science des métaux.
Ils maîtrisaient déjà les métaux, ils en comprenaient, n'est-ce pas, les caractéristiques et leur construction, leur architecture, leurs bâtiments intégraient ces métaux-là parce qu'ils en avaient déjà la maîtrise. Les amis, vous réalisez que nous sommes loin d'une Afrique sauvage. C'est Cheikh Anta Diop qui pose cette question dichotomique, civilisation ou sauvage? Est-ce que nos ancêtres étaient des peuples civilisés ou est-ce qu'ils étaient les sauvages? Ou alors, le sauvage n'est pas toujours celui qu'on croit. Nous étions à ce point avancés en sciences, nous étions à ce point avancés en architecture, nous étions à ce point avancés en astronomie, nous étions à ce point avancés en horlogerie, nous étions à ce point avancés en joaillerie que lorsque les Romains sont arrivés en Égypte, ils disent non. La seule façon pour nous de maintenir notre supériorité militaire, la seule façon pour nous de continuer à diffuser nos préjugés raciaux qui veulent que, mais tiens, ces noirs-là, ces foncés-là soient inférieurs, tandis que nous sommes supérieurs. La seule façon de continuer à diffuser ça, c'est de foutre le feu partout. De foutre le feu dans la bibliothèque d'Alexandrie, qui comportait, comme je vous ai dit, jusqu'à 700 000 livres, de saccager les villes africaines, de saccager les villes égyptiennes, de massacrer les hommes adultes qui, eux, étaient responsables du développement des sciences et de la transmission de ces savoirs-là, de massacrer aussi les femmes qui, elles, à la maison, étaient responsables de la transmission de la mémoire et de réduire en esclavage les enfants. Et à ces enfants-là, on va enseigner l'infériorité de leur race. On va enseigner l'infériorité de leurs propres ancêtres. Et on va tranquillement, mais systématiquement et sur un long terme, on va infuser dans leur esprit qu'ils sont maudits des dieux, qu'ils sont venus au monde pour servir les Blancs et que leur destin consiste à servir afin d'être heureux dans l'autre monde. Vous comprenez pourquoi nous devions prendre le temps de jeter toutes ces bases-là pour dire comment l'Occident a tout simplement fait un avant et un après. Il y avait avant un continent africain très développé, un continent africain très stable politiquement, un continent africain très avancé au niveau du savoir, très avancé au niveau de l'art, très avancé au niveau de l'architecture, très avancé au niveau de la métallurgie, un continent africain qui faisait la convoitise de tout le monde, au point que les Grecs eux-mêmes venaient installer leur centre administratif, leur centre politique, leur centre culturel chez nous. Et quand les Romains vont arriver au IIe siècle avant notre ère, ils vont tout saccager. Ainsi vont commencer nos malheurs. Il ne faut pas croire que nos malheurs vont commencer à partir du XVe siècle, là, lorsque Colomb va envahir notre continent avec la bénédiction de l'Église et que l'Église va lui donner à lui, mais non seulement à lui, mais également aux Portugais et à tous les Européens le droit de nous réduire en esclavage sous prétexte que nous n'étions pas chrétiens et que eux, les Européens, eux, les Occidentaux, ont le seul vrai Dieu. Non. Nos malheurs vont commencer déjà avec les Romains qui furent jaloux du développement de notre savoir, qui furent jaloux du développement de notre architecture et qui vont, tenez-vous bien, recopier chez nous les bâtiments, recopier chez eux, les bâtiments qu'ils avaient vus chez nous, qui vont recopier notre géométrie, qui vont recopier notre arithmétique, qui vont recopier notre astronomie pour construire leur temple en fonction de la carte du soleil, de la carte du ciel qu'ils ont apprise chez nous. Et pire, ils vont faire croire à nos enfants
et continuer à nous faire croire aujourd'hui que nous sommes inférieurs et qu'ils sont, eux, le pic de la mirandole, qu'ils sont, eux, les porteurs de science et de civilisation. C'est faux, c'est archi faux. Il faut prendre le temps de refaire notre histoire, de relire ceux qui ont travaillé sur l'archéologie africaine pour comprendre à quel point on nous a menti, pour comprendre à quel point la science de l'histoire en Occident est un tissu de mensonges, et surtout pour reprendre le contrôle de notre histoire, de réécrire notre propre histoire selon la vérité, puisque l'histoire telle qu'enseignée en Occident sur l'Afrique est un tissu de mensonges. On s'arrête ici. Je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Mais posons-nous la question, qui brûle une bibliothèque, un peuple civilisé ou un peuple sauvage? Les Romains sont arrivés chez nous en 48 et l'une des premières choses, l'un des premiers gestes macabres que César pose par ses troupes, c'est de brûler la bibliothèque d'Alexandrie. On parle de 700 000 documents. Au fait, la bibliothèque d'Alexandrie fut détruite en deux temps. D'abord en 48, les troupes de César y ont mis le feu et ont ravagé une partie de cette bibliothèque. Et la deuxième fois, c'est par l'Église en 342. Vous savez quel était le prétexte? L'archevêque d'Alexandrie a dit, écoutez, vous savez, cette bibliothèque, c'est des livres païens, des livres qui n'honorent pas le Dieu chrétien et on doit y mettre le feu. Vous notez que le réflexe de l'occidental est toujours le même. Détruire l'histoire des autres, effacer l'histoire des autres, présenter les autres comme étant des sauvages, voler le savoir des autres et faire croire à l'autre que ce savoir-là, il est à lui et non pas aux sauvages. Et si vous pensez que ça, c'est du passé, vous vous trompez parce qu'en 2003, lorsque les États-Unis, la plus grande puissance civilisatrice, le
premier peuple du monde libre. Lorsque les États-Unis sont entrés en Irak sous de faux prétextes en 2003, le prétexte de la fabrication, n'est-ce pas, d'armes de destruction massive, l'un des premiers sites que les États-Unis ont détruit, je vous le donne en mille, c'est la plus ancienne bibliothèque du monde. La bibliothèque d'Irak. L'Irak, c'est l'ancienne Babylone, vous savez. On y trouvait dans cette bibliothèque-là les documents les plus anciens avec des écritures, des documents qui remontaient, n'est-ce pas, à des temps immémoriaux. Et l'un des premiers sites que l'armée américaine a détruit, c'est cette bibliothèque-là. Vous voyez, de 48 de notre ère à 2003 de notre ère, malgré le fait que 2000 ans se sont écoulés, ce sont les mêmes réflexes. Mais chez nous, en Haïti, ils ont fait la même chose. L'Église a organisé pas moins que 3 campagnes de rejetés. Qu'est-ce qui se passait dans ces campagnes de rejetés? On forçait les paysans à se dénoncer comme vaudouisants. On forçait les enfants à dénoncer leurs parents comme vaudouisants. On demandait aux parrains des enfants de dénoncer leurs compères, leurs commères comme vaudouisants, vaudouisantes. Et ceci une fois fait, on a brûlé les objets cultuels, on a brûlé les objets de transmission de la mémoire, on a brûlé les objets de transmission de la science vaudou, car pour moi, le vaudou, c'est une science que la science occidentale ignore. Et puisqu'elle ignore cette science-là, il faut qu'elle la détruise. Donc vous notez que le réflexe de l'occidental par rapport à l'africain est toujours le même. On le résume, ce réflexe. Voler ce qui est à toi. Il entre chez toi, il vole ta science. Il vole ton architecture, il vole ton astronomie, il vole ton arithmétique, il vole ta géométrie. Une fois qu'il a fini de voler, il détruit ce qui est à toi. C'est ça l'occidental. Il te fait croire que tu n'as rien, que tu n'es un sauvage. Et après, il t'apprend par son école que tu es inférieur, que tu es laid et que tu dépends de lui pour être quelqu'un. De l'Afrique de l'Antiquité à l'Irak de 2003, de l'Haïti du 19e et du 20e siècle, le réflexe de l'occidental ne change jamais. Il vient chez toi, il te propose de coopérer, on parle d'échanges culturels. Les Africains faisaient des échanges culturels avec les Occidentaux. On y accueillait les Aristotes, on y accueillait les Hérodotes, on y accueillait les Pythagore, on y accueillait Alexandre le Grand. Après avoir tout appris de toi, il vole ce qui est à toi, il détruit ce qui est à toi, il assassine tes pères, il réduit en esclavage tes enfants. Et il fait croire à tes enfants qu'ils sont laids, qu'ils ne savent rien, qu'ils sont inférieurs, qu'ils sont sauvages. Ils leur font croire qu'ils n'ont pas de spiritualité, que leur spiritualité, c'est de la superstition. Et après, ils vous entrent dans la gorge leur Jésus de perversion. Ils te présentent leur église de pédophilie comme l'institution la plus sacrée, la plus sainte. Donc vous notez que ce que les Romains ont fait dans l'Afrique de l'Antiquité, les Américains l'ont fait en Irak, et ce que les Romains ont fait aux Africains du 1er siècle de notre ère, l'Église catholique nous l'a fait à nous les Haïtiens. Ils ont tenté de détruire tous nos objets cultuels. Ils ont tenté d'effacer notre mémoire. Ils ont tenté de détruire notre science vaudou pour nous faire croire que nous sommes sauvages, pour nous faire croire que nous sommes ignorants, pour nous faire croire que nous ne savons rien des dieux ou de Dieu et qu'il nous faut nous vouer à leur église, soit pour apprendre à lire, soit pour apprendre quoi que ce soit en matière de science. Il fallait mettre la table, il fallait défaire ces mythes-là
avant de vous présenter en tant que tel l'histoire de notre excellence. J'espère vous avoir été utile. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Au revoir.